Voici un moteur de Lamborghini Urus cassé. Et voici une Lamborghini Urus cassée. J'ai acheté cette Lamborghini Urus Rex pour ma copine. Merci. Et depuis, on a sorti le moteur pour réparer tous les dégâts sur le châssis. On a changé les pieds du châssis et des pièces structurelles. Wouh! Même si Lamborghini ne nous a pas donné les procédures de réparation. Mais aujourd'hui, on doit réparer ce moteur et le remettre dans l'Urus. Et avec un peu de chance, la conduire pour la première fois. Il y a quelque chose qui va pas. Mais quelque chose me dit que ça ne va pas être aussi simple que ça. C'est pas des bonnes nouvelles. Donc, l'accident à l'avant a l'air d'avoir emporté une bonne partie du moteur. Et l'avant est super abîmé. La poulie est cassée à l'avant, ici. Il y a des câbles endommagés, un tuyau qui est troué. Je viens de le remarquer et c'est pas bon du tout. Mais le truc que je veux surtout changer pendant que le moteur est démonté, c'est ce collecteur d'admission, parce qu'on ne peut pas y accéder quand le moteur est en place. On le sait de la RS6. Donc on va retirer ça et tout ce qui est endommagé sur le moteur. Comme ce corps de papillon ici. On enlève ce collecteur d'admission, et si c'est comme la RS6, on va avoir un peu de boulot, je pense, mais allons-y. Je peux enlever les arbres de transmission. Les collecteurs d'admission sont le dernier élément que l'air traverse avant d'entrer dans le moteur. Et s'il y a des trous, ça va causer une énorme fuite de suralimentation. Du coup, tout le boulot fait sur le turbo ne servira à rien. Maintenant, comme d'habitude chez Audi, on va devoir enlever une autre pièce juste pour accéder au boulon du collecteur d'admission. Il s'agit du support du moteur que mon père est en train d'enlever. Une fois que c'est enlevé, je peux accéder à tous les boulons pour retirer le collecteur d'admission du moteur. Il est prêt à être remplacé. Ouais. Pas de volet. Donc dans l'ancienne RS6, il y avait des volets, ici, qui s'ouvraient et se fermaient. Je pense que c'était pour le démarrage à froid et le rendement énergétique. C'était un vrai cauchemar, il y avait littéralement plus aucun volet à cet endroit. Mais, vous savez ce qui est horrible? Je vais mettre à l'écran un collecteur d'admission d'une Lamborghini Gallardo. Et ça, c'est un collecteur d'admission d'une Lamborghini Urus. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais je suppose que le côté positif, c'est que ce collecteur d'admission ne coûtait que 172 livres. J'imagine qu'un modèle en métal aurait été plus cher, mais il n'aurait probablement pas cassé dans un accident. Maintenant, je peux remonter le nouveau collecteur d'admission. À partir du collecteur d'admission, eh bien, on a ensuite ça, le corps de papillon. Il a l'air en plutôt bon état. Ça a coûté cher. Ouais, celui-là va sûrement finir à la poubelle. Il fallait changer le corps de papillon. 193 livres pour un de ces trucs. Mais on ne prend aucun risque parce que c'est pratiquement un travail de démontage du moteur juste pour les remplacer. Et il y avait aussi des dégâts de l'autre côté. Encore 193 livres. Ensuite, le compresseur de climatisation. Il a été aussi endommagé dans l'accident. Ça y est, démonté. C'est assez difficile à voir, mais la poulie est tordue et on ne peut pas la remplacer séparément. J'ai donc dû acheter un nouveau compresseur de climatisation qui m'a coûté 746 livres sterling. Le compresseur de climatisation est installé. Il est alimenté par le vilebrequin qui tourne ici. Mais il ne tourne pas via Bluetooth, il faut une courroie. Mais pour la courroie, il faut un tendeur pour la maintenir tendue. Le tendeur ressemble à un requin. Et la poulie à rouleau, là-bas, ressemble aussi à un requin. On doit donc les remplacer. Heureusement, on les a aussi. Commence à coûter cher. C'est parti. Un nouveau tendeur coûte 67 livres. Et pour retirer celui-ci, je dois augmenter la tension du tendeur, glisser un poinçon pour le maintenir en place, puis je peux accéder à l'arc en dessous. Après ça, je devrais pouvoir le retirer du moteur. Celui-ci est un Regardez ça! Il est préchargé, on enlève la goupille et ensuite... Maintenant, je peux installer le nouveau tendeur sur le moteur. Il n'y a que 2 boulons qui le maintiennent en place. La prochaine pièce à remplacer est cette poulie à rouleau. Elle sert juste à guider la courroie. Cette poulie coûte 39 livres. Et maintenant, c'est au tour de la courroie qui coûte 22 livres. Ouais! Une fois que j'ai retiré la goupille du tendeur, tout était fin prêt. Mais ce n'était pas fini. Prochaine étape, il y a encore des dégâts ici. C'est des dégâts qu'on ne voit pas. On ne sait pas s'il y a d'autres dégâts cachés. Mais vu tous ces tuyaux endommagés, s'il y a des fuites d'air dans les tuyaux de suralimentation, ça va causer une perte de puissance. On doit donc s'assurer de tout remplacer. On les enlève. Ce moteur est vraiment compliqué. Encore une fois, des dégâts sur des pièces en plastique. Et il y a encore plus de pièces à remplacer. Surtout les tuyaux d'induction. Ah, c'est un... Oh, on a bien fait de changer ça.
Regardez ça. Ce que vous voyez ici, c'est environ 270 livres sterling de pièces en plastique et de tuyaux en silicone. Encore une fois, je ne m'attendais pas à autant de dégâts quand j'ai acheté la voiture. Mais on ne peut pas tout avoir. Ça, c'est du bon boulot. Ensuite, on a ce tuyau de refroidissement abîmé. Même s'il est censé être plat pour laisser de la place, la partie où le tuyau se fixe n'est pas censée être plate. Mon père utilise donc maintenant de la chaleur pour essayer de ramollir le métal et lui redonner sa forme d'origine. C'est pas rond, mais c'est mieux qu'avant. Mon père a essayé de l'enlever. Mais on ne va pas prendre de risque, on ne veut pas que ça coule quand on le mettra sur la voiture. Je pense donc qu'on va l'enlever, mais au lieu de l'acheter de chez Lamborghini, qui coûte... c'est combien? Combien tu penses que coûte ce tuyau? 516 livres sterling. Quoi? 516 livres sterling pour ce tuyau. Pourquoi? Donc, ce qui est sûr à 100%, c'est qu'on ne va pas acheter ce tuyau. Mais je sais exactement où on peut le faire réparer. Mais on ne lui dira pas qu'il coûte 516 livres, sinon il va nous faire payer genre 416 pour la réparation. On va le démonter du moteur pour l'instant, parce que il est tard. Il est... Oh, bien joué! C'est des réflexes dignes de Spider-Man. Il est 9h moins le quart, donc demain, on va l'apporter chez Bob. Mais pour l'instant, on va faire un truc dont Anna n'est pas au courant parce qu'elle sera probablement là demain et qu'elle verra son moteur et on doit faire en sorte qu'il ait l'air de ne pas avoir été modifié. Mais, on a une solution pour l'arrière. Voici l'échappement de l'Urus. Et certains diraient que c'est l'une des pièces les plus importantes d'une Lamborghini. C'est ce qui fait la renommée de la Lamborghini. Le son. Et plus les voitures sont récentes, plus le son est bas. On a une solution. Et elle vient de Valvetronic. Ok. C'est un kit turbo complet. Regardez ça. Regardez le capuchon à l'intérieur. C'est... La taille est un peu réduite. Je sais pas si ils vont avoir besoin d'un réglage ou si c'est juste parce qu'il y a beaucoup plus d'espace dedans que ça va être plus bruyant. On ne sait pas vraiment, mais encore une fois, Anna veut garder tout d'origine. On va juste lui dire que c'est d'origine. Elle n'a jamais conduit une voiture comme ça, donc elle peut pas savoir. Il est temps d'enlever les anciens convertisseurs catalytiques et les tuyaux d'échappement. C'est tellement plus facile maintenant que le moteur est sorti. Regardez toutes ces restrictions. Maintenant, on a des bouchons sport à haut débit. Il y a beaucoup plus d'espace. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Mais si vous ne l'aimez pas, ce n'est pas grave. Il est temps d'installer les nouvelles pièces inférieures Valvetronic. Elles se fixent en fait sur la partie d'origine de l'échappement Urus. Ou du moins la partie avant. Il y en a encore d'autres à monter. Une partie de l'échappement est en place et le moteur est presque prêt à être installé. Et n'oubliez pas que le moteur doit reposer sur des supports, ce qui était notre problème dans la dernière vidéo. On avait 2 supports de moteur fissurés ici et un autre là aussi. Maintenant, on en a 2 qui proviennent d'une Bentley Bentayga. On a utilisé ceux-là parce que ceux de l'Urus étaient en commande spéciale, et puis ceux de Lamborghini coûtaient 156 livres pièce, contre 70 pour les nôtres. Et ils sont presque pareils. Et vous pouvez voir celui-ci. Celui-là est identique, c'est le même. Mais de ce côté, pour une raison quelconque, regardez, Urus a décidé de le retourner, enfin, Lamborghini. On espère donc pouvoir séparer l'arrière de celui-ci et prendre l'arrière de celui-là, et en faire un hybride. On espère donc pouvoir séparer ces 2 parties, c'est ce qu'on va essayer de faire maintenant. Et puis, on pourra tout installer et avec un peu de chance glisser le moteur à l'intérieur. Donc, est-ce qu'on peut séparer ces supports de moteur? Bien sûr. Ouais! Installons celui-ci avec celui-là. Ces supports de moteur sont remplis d'huile. Ça aide à amortir les vibrations dans l'habitacle causées par le moteur. Et ils sont aussi contrôlés électroniquement. Donc l'ECU peut dire s'il faut rigidifier ou assouplir le support moteur, selon le mode de conduite dans lequel vous êtes. Et on espère que tout va continuer à marcher, après avoir utilisé la moitié d'un support moteur Urus sur la moitié d'un support moteur Bentley. Mais je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas, ça a l'air presque pareil. Juste sans la fissure cette fois. On doit d'abord installer ça. Parce que ce boulon-là,
on ne peut pas l'atteindre avec le moteur en place. À plus tard. Comme d'habitude, chez Audi, ils ont mis des boulons à des endroits vraiment difficiles d'accès. Mais cette fois-ci, ce n'est pas trop grave car le moteur est démonté. J'ai fait un côté et mon père a fait l'autre. Les deux supports de moteur sont en place. Ce qu'on va faire, parce qu'on espère pouvoir conduire cette voiture d'ici la fin de la vidéo et qu'on ne peut pas le faire avec ses pneus parce que... Regardez, hors service, on pense que c'est un bon moment pour démonter ses roues et les envoyer chez Wheelmania. Donc... On doit enlever ces roues et les envoyer à Wheelmania pour qu'ils puissent mettre des pneus neufs et qu'on puisse peut-être rouler. Oh mon Dieu! Ça va casser le kit. C'était pourtant un boulon central celui-là. Dan, il va la prendre. Allez Dan! Maintenant, il est temps de remettre le moteur en place. Une bonne fois pour toutes. Première tentative. Installation du moteur. On le remet différemment de comment on l'a sorti. Cette fois, on essaye de pousser le moteur avec le sous-châssis déjà en place. Et ensuite, on va abaisser le moteur sur le support moteur pour passer le boulon. Oh! Ça s'est avéré un peu plus difficile que prévu, mais ça nous a aidé à trouver un problème, dont on ignorait l'existence. Il nous manque une partie. Il y a un énorme trou dans ce monopode. Ce trou est énorme. Ouais. On en a un autre? Non. Quoi? Eh bien, en fait, on n'en a jamais commandé. On pensait que celui-là était bien. Bon, d'accord, il faut le retirer un peu, mais maintenant on est coincé. On va devoir en commander un spécialement. C'est pas des bonnes nouvelles. Comment est-ce qu'on a raté ça? Tu t'es rendu compte que c'était cassé seulement quand t'as appuyé dessus et que ça a fait du bruit? Ouais, et c'est là que je me suis dit, ah non, ça devrait pas bouger comme ça. Donc, c'est une bonne chose qu'on l'ait trouvé maintenant, parce que sinon, si on avait mis le moteur, on se serait demandé pourquoi ça fonctionne pas correctement. On n'aurait jamais vu ça sur la voiture. Et on aurait dû tout redémonter. On était à 2 doigts de le remonter. Ouais. Maintenant, je dois enlever le corps de papillon pour mieux voir les dégâts. Oh! Il y a un petit morceau de plastique là-dedans. C'est tout le morceau. Ça ne semble pas bon. Donc, au lieu de perdre du temps, je vais commencer à retirer ce collecteur d'admission aussi. Regardez ça. Je ne voulais pas prendre le risque de le réparer, surtout avec la pression qui passe par cette entrée. Donc, nous allions devoir en trouver une nouvelle. Mais en attendant, on est allé à l'atelier d'usinage. C'est rond, pour qu'un tuyau puisse passer. J'ai déposé ce tuyau de refroidissement qui est censé être rond, et on espère que Bob pourra faire des miracles. Oh! Waouh! Ça devrait marcher? Merci Bob. Nous y voilà. Les pièces de rechange Urus ont sauvé la mise. Ils ont enlevé l'une de ces pièces qu'ils étaient en train de démonter et l'ont donnée à mon père. Quelle chance! On a maintenant un collecteur d'admission. Et maintenant, on a aussi un tuyau de refroidissement circulaire grâce à Bob. On peut installer tout ça et espérer que ce soit la dernière chose qui pose problème. Mais malheureusement, j'en doute fortement. Donc, on va enlever celui-ci, qui est troué, pour mettre le bon. Après, on pourra continuer le boulot qu'on a commencé. On est en train de mettre le moteur en place, faut faire juste gaffe à pas l'abîmer pendant qu'on le descend. Les choses s'améliorent, le tuyau de refroidissement est réparé et on a un tout nouveau collecteur d'admission d'occasion. J'ai déjà boulonné le collecteur d'admission au moteur, on peut maintenant reboulonner le corps de papillon et on est prêt à remettre le moteur en place. On doit essayer de pousser le moteur dans le compartiment moteur, puis l'aligner avec le support moteur. Ensuite, on pourra glisser le boulon à travers le support moteur et sur le moteur, et après ça, on pourra resserrer le sous-châssis. Ouais! On ne refera plus jamais ça comme ça. Plus jamais. Voilà, c'est fait. On peut soulever la voiture et le moteur restera en place. On peut passer en dessous et mettre les boulons qui fixent la boîte de vitesse au châssis de la voiture, et serrer les boulons restants en dessous. Arbre de transmission, c'est parti!
Je sais que les Américains aiment appeler ça un arbre de transmission, mais nous préférons l'appeler arbre de propulsion. Il se glisse à l'arrière de la boîte de vitesse, descend tout le long de la voiture et se connecte au différentiel. Il y a quelques boulons au milieu qui le maintiennent en place. Ensuite, je suis à l'avant du moteur pour connecter les nouveaux tuyaux de suralimentation en plastique de chaque côté des corps de papillon, et quelques tuyaux de refroidissement aussi. Je pense que je vais essayer de mettre les arbres de transmission ensuite. Pour les arbres de transmission, j'ai dû desserrer ces deux bras supérieurs, ce qui m'a permis de tirer la suspension vers l'arrière et d'avoir assez de place pour glisser l'arbre de transmission dans la boîte de vitesse et dans le moyeu de roue. Une fois que j'ai serré la grande vis sur le moyeu de roue, je peux remettre les deux bras supérieurs en place, mettre les boulons et ranger tous les branchements électriques et les conduites de frein sur la suspension. Ensuite, je retourne sur le dessus du moteur et je remets tous les clips, les garnitures et les tuyaux de refroidissement sur le dessus, y compris le CU du moteur. Tout est à peu près en place, mais maintenant, comme toute la partie avant a été littéralement arrachée de la voiture, on ne sait pas comment tout s'assemblait. Tout ce qu'on a, c'est ce schéma de l'Urus qu'on a trouvé ici. Et on a commandé littéralement plus que ce dont on a besoin. Comme ça, si on n'utilise pas tout, on les renverra. Et on regarde juste les références, par exemple 147BB, 1447BC. On regarde le numéro de pièce, Anna essaye de le trouver, puis on le met ici et on continue à avancer. Donc juste à côté, en haut à droite, c'est le tuyau qui est installé. Après ça, on a besoin d'une Electrovan 11671D. C'est la prochaine pièce à trouver. Tout ça a duré des heures. Trouver la bonne pièce. Vérifier que c'était bien la bonne. La donner à mon père, afin qu'il puisse l'installer dans la voiture. Comme toutes ces pièces ont été arrachées dans l'accident et n'étaient pas fournies avec la voiture, on n'a aucune idée de leur emplacement, et on se base uniquement sur des schémas, qui ne sont pas très clairs. On a tous cherché des écrous et des boulons pour être sûr d'utiliser les pièces d'origine, puis on a vérifié sur le schéma pour être sûr de les remettre au bon endroit. Ça va en haut. Ouais, ça a l'air bon, non? Et puis celui-là, tu penses que c'est celui-là qui doit aller là? Comme ça, non? D'une manière ou d'une autre. Il y avait des pompes à eau, des solénoïdes et même des connexions électriques qui avaient été arrachées. Mais on pense avoir trouvé une solution pour le côté électrique. Donc ça, c'était complètement inutile. Mais ça nous a vraiment aidé à gagner du temps. Donc, ce qu'on fait ici, c'est parce qu'il nous manque plein de bouchons. Il nous manque plein de bouchons sur le moteur. Et c'est vraiment difficile à trouver. Et c'est difficile de savoir où va chaque pièce sans schéma de câblage. Parce qu'on n'en a pas et Lamborghini ne veut pas nous en donner, Oh mon Dieu! nous avons réussi à trouver un faisceau de câbles complet chez Euro Spare Parts. Pour pas cher. Et maintenant, on sait exactement où tout va et on peut retirer tous les connecteurs. Et le plus cool, c'est qu'on peut aussi l'utiliser sur d'autres voitures, car toutes les Audi et les Volkswagen ont les mêmes connecteurs. Au moins maintenant, on peut se débrouiller. J'ai l'impression que tu essaies de te justifier pour cet achat. Ouais, mais tout ça, c'est dans ta voiture. Tout ça juste pour ce censeur? Soit ça, soit on se débrouille avec l'Urus et on essaye de voir où va chaque Au bouchon. point où on en est, Ça a l'air un peu extrême, mais c'est la façon la plus logique qu'on ait trouvée pour savoir où mettre tous ces connecteurs. Et la moins chronophage. Maintenant, mon père peut connecter le faisceau de câbles qu'on a acheté et le fixer sur le faisceau d'origine. On sait maintenant exactement où ils vont et sur quelle couleur de fil va chaque broche. Et il ne nous reste plus qu'à répéter ça 100 fois. Cette voiture a beaucoup de connecteurs électriques cassés. Nouvelle barre de connexion. Ouais. J'ai hâte de voir Danny installer ça. ouais, comment je m'en sors? Thanks, Hannah. Qu'est-ce que tu fais là? J'enlève ça. Bon, je ne sais pas où on en est dans la vidéo à ce stade. On a passé des heures là-dessus. On a construit un radiateur complet, ce qui est assez simple sur une voiture normale, mais sur cette voiture, c'est vraiment compliqué. Vous allez devoir me suivre dans cette partie et vraiment vous creuser les méninges, parce que c'est assez compliqué. Sur un radiateur, nous avons un condensateur de climatisation qui refroidit le gaz dans la climatisation. C'est une unité complètement séparée
avec un tuyau d'alimentation et un tuyau de retour. Ils vont ici et sur la voiture. Et sur la voiture, on a un tuyau d'alimentation et un tuyau de retour. Facile, c'est du gâteau, pas de problème. Ensuite, on a un refroidisseur intermédiaire sur le côté gauche de la voiture et un autre sur le côté droit. Et c'est assez courant. Les refroidisseurs intermédiaires sont pour chaque turbo. Donc on a 2 turbos sur la voiture. Ici en haut, un pour le côté gauche et un autre pour le côté droit. L'air est aspiré par le haut du turbo, passe autour du turbo et est expulsé par le bas ici, là. Puis ce tuyau descend ici et se connecte à ce refroidisseur intermédiaire au bas de celui-ci et ressort par là-bas, là où se trouve celui-ci. C'est aspiré par là, puis dans notre collecteur d'admission sous haute pression. C'est simple et ça marche exactement pareil de l'autre côté, c'est symétrique. Notre problème, c'est le système de refroidissement de cette voiture. Elle a sûrement beaucoup de mal à se refroidir parce qu'on n'a pas seulement un gros radiateur pour le moteur, qui comprend normalement une pompe à eau dans le moteur, qui fait circuler l'eau chaude dans la partie supérieure du radiateur et qui descend ensuite et ressort par le bas du radiateur pour retourner dans le moteur. C'est simple, il suffit d'installer un thermostat et le tour est joué. C'est aussi simple que ça. Ils ont même mis un thermostat électrique, mais on ne va pas s'attarder là-dessus parce que ce n'est pas notre problème. Comme si ça ne suffisait pas, ils ont décidé d'ajouter un radiateur ici. Et un autre radiateur ici. Parce que le gros radiateur à l'avant de la voiture ne suffisait pas. Et ce n'est pas tout. Ils ont aussi décidé d'ajouter une pompe à eau supplémentaire pour ces radiateurs. Une pompe à eau supplémentaire parce qu'une seule ne suffisait pas. Et aussi de ce côté, ils ont décidé d'installer une autre pompe à eau pour ces radiateurs. Parce que 2 ne suffisaient pas. Et ça empire! Parce qu'ici, il y a un solénoïde qui sert à refroidir la boîte de vitesse. Il y a un système de refroidissement complètement séparé. Quand l'huile de boîte de vitesse est froide, le solénoïde coupe le flux de liquide de refroidissement qui passe par le refroidisseur à l'avant. Et quand l'huile de la boîte atteint la bonne température, ça s'ouvre et laisse passer le liquide de refroidissement vers le radiateur à l'avant, ce qui permet au liquide de refroidir et de refroidir l'huile de la boîte. Et ce n'est pas tout. On a découvert qu'il y avait aussi des options supplémentaires sur cette voiture pour avoir une pompe de chauffage auxiliaire. Sur cette Urus, vous pouvez avoir une pompe sur le côté, sur certains modèles. Je pense que même si vous mettez le contact, ça chauffe le liquide de refroidissement qui va dans l'habitacle de la voiture. Vous pouvez donc avoir une voiture chaude sans mettre le moteur en marche. Le problème, c'est qu'on ne sait pas si cette voiture avait un chauffage d'appoint. On pense que non, il n'y avait que la prise. Et maintenant, on a des tuyaux qui partent dans tous les sens. Et on n'arrive pas à comprendre quels tuyaux on a et lesquels on n'a pas. On a plein de tuyaux de l'Urus. On pense qu'ils viennent de voitures qui ont un radiateur auxiliaire. Certaines en ont un, d'autres non. Et maintenant, laissez-moi vous montrer le grand final, celui-ci. Celui-ci va apparemment nulle part. Il nous manquait donc quelques tuyaux. Mais on a juste utilisé ce qu'on avait dans l'atelier pour raccorder les tuyaux au bon endroit. Puis on a attendu que les bons arrivent. Au moins maintenant, on peut installer le radiateur dans la voiture et brancher tous les tuyaux du radiateur à la voiture, y compris tous ceux du refroidisseur intermédiaire et les pompes à eau supplémentaires. On dirait que plus ces voitures sont récentes, plus elles sont complexes et difficiles à réparer. Une fois les tuyaux raccordés en haut, il ne reste plus qu'à raccorder les tuyaux de climatisation. Et voilà, on y est presque. Où est ma Ferrari? Parce que je n'aime plus les Lamborghini. Il reste les derniers boulons qui fixent le pack au châssis de la voiture. Et ça devrait être bon. Je pense que tout est en place. Raccordé et branché, même s'il reste quelques fiches à arracher en bas, mais aucune n'est nécessaire pour démarrer et faire rouler la voiture. On devrait pouvoir mettre de l'huile et du liquide de refroidissement sans que ça se renverse partout sur le sol. Mais avant de s'en préoccuper, il y a une dernière chose à installer et c'est l'échappement dont Anna n'est pas au courant parce qu'en ce moment, Anna est partie et elle va revenir pour démarrer la voiture. On doit s'assurer que l'échappement est bien en place avant qu'elle arrive pour qu'elle ne remarque rien parce qu'on va baisser la voiture. Allons-y, mettons ça en place. Le voilà. Un système d'échappement complet, en titane, de chez Valvetronic pour le Rousse. Heureusement, cet échappement est à soupape. On peut donc choisir entre un son puissant ou un peu moins puissant.
Il ne reste plus qu'à l'installer. Il se glisse dans les tuyaux avant d'origine, puis s'installe lentement vers l'arrière. On utilise tous les points de fixation d'origine. Donc, je suppose qu'on peut simplement les suspendre comme ça. Et on n'aura pas de problème. Et on va brancher cela ici. Il y a un faisceau supplémentaire pour les nouvelles valves. Et le faisceau d'origine sera simplement rangé. Enfin, c'est ce qu'on pense. Ouais, j'y suis. Ça va là. Puis on va fixer ce câble dans le coffre. Une fois que j'ai mis ce faisceau dans le coffre, je dois en faire un autre pour l'autre valve de l'autre côté. Je le connecte à la valve, puis je l'insère au même endroit. J'espère qu'on va trouver ça dans la voiture. C'est presque la dernière pièce du puzzle. L'embout d'échappement qui porte la mention Valvetronic. Lamborghini. Les embouts d'échappement sont dingues. Et je suis sûr que la plupart des gens savent que ce sont des pièces de rechange. Mais si Anna ne passe pas derrière la voiture, je pense qu'on pourrait s'en tirer pour le moment. Maintenant que l'échappement est installé, ça a l'air irréel. Mais le boulot n'est pas encore fini. On doit brancher ces soupapes d'échappement. J'ouvre donc le coffre et je cherche le faisceau que j'ai poussé dans le coffre par en dessous. Et il est plutôt difficile à trouver. J'ai donc dû démonter une grande partie de l'intérieur du coffre pour l'atteindre. Ouais! Maintenant que j'ai trouvé les fils, je peux les retirer et remonter toutes les garnitures intérieures que j'ai démontées. J'y suis presque. Et voilà. Voici notre petit boîtier de commande. Il a une antenne. Ça va là-dedans. Ça va là. Et ça se branche sur l'allume-cigare 12 volts qui est caché dans le coffre. C'est parfait pour ce système de valve. On met la boîte là-dedans. Ouais, relax. Elle s'apercevra de rien. Et ça... Vous voyez ça? Ça ouvrira et fermera nos soupapes une fois qu'on aura mis le contact. Ça marche? Ouais, ça fait un ding quand tu fais ça. L'échappement est installé, les soupapes fonctionnent. Écoutons ça pour la première fois. Et conduisons-la pour la première fois. Mais il reste encore quelques petites choses à faire, c'est parti. Voilà la protection en acier pour tout protéger. Cette protection sert à protéger le carter en plastique de la boîte de vitesse. On ne s'attendrait pas à ce qu'une voiture comme celle-ci, avec un carter de boîte en plastique, vaille le prix que j'ai payé, soit 120 000 livres sterling. Ce qui semble quand même assez cher. La mauvaise nouvelle, c'est qu'elle est toujours classée dans la catégorie S. Et je peux le voir ici. Elle a été endommagée en mars de l'année dernière et a été catégorisée en S, qui signifie qu'il a subi des dommages structurels. Et ça restera comme ça toute sa vie. Vous pouvez le voir sur Car Vertical, mais il y a quand même des points positifs. Je vois qu'il n'y a pas eu de fraude au kilométrage, qu'il n'y a pas de crédit en cours et qu'elle n'a jamais été volée, ni exportée. C'est une bonne nouvelle, mais pour moi, cette voiture, c'est plus pour Anna que pour le profit. Maintenant, pour démarrer cette voiture, au design incroyable, il n'y a pas de jauge, donc on ne sait pas combien il y a d'huile. La seule façon de le savoir, c'est de faire monter la voiture en température et de vérifier le tableau de bord. Ce qui pourrait être impossible si on a mal branché les tuyaux de refroidissement. Je pense que vous seriez bien déçus si vous aviez acheté cette voiture sans savoir que c'était une catégorie S. Comme pour n'importe quelle voiture. C'est ce qui est bien avec Car Vertical. Si vous envisagez d'acheter une voiture ou si vous en possédez une, vérifiez-la à l'aide de Car Vertical. Vous pourrez ainsi voir si elle a été accidentée, volée ou si elle a fait l'objet d'une faute financière. Vous pouvez le faire en cliquant sur le lien dans la description ci-dessous en utilisant le code MAT indiqué ici. Vous pouvez même voir si c'était pas un accident et si elle était vendue aux enchères sur un site spécialisé de voitures accidentées. Vous pouvez même voir les photos de la voiture quand elle a été vendue aux enchères, ce qui permet de voir les dégâts. Incroyable! Donc on va remettre ça. Oh! Valvoline! On le remplit. 5W50, mec. C'est pas la bonne huile. Tout le monde te dit d'utiliser un entonnoir. Ah!
J'y crois pas. Les entonnoirs, c'est comme avoir des roulettes sur un vélo. Allez, montre-nous ce que tu sais faire. Oh! Oh non! Continue, continue! Ah! Plus haut, vas-y! Oh mon Dieu! Ah! C'est une cascade bouillonnante! Wow! Oh! Ça, c'est un truc assez bizarre parce que ça fait partie du capot du moteur aussi. C'est juste comme ça, pour le moment. On n'allait pas mettre d'eau dedans, mais on va le faire maintenant parce qu'on a fabriqué des tuyaux de fortune pour partout. Y compris ça. Ouais, ça aussi. Et ça, c'est Lamborghini. Oh, oh non, t'en mets partout. Attends. Regarde. Ça coule ici. On l'a pas mis, celui-là. C'est pas branché. C'était ton côté. C'est pas moi qui fais celui-là. Non, c'était ton côté. On dirait que du liquide de refroidissement s'échappait de ce tuyau supérieur qui est relié au vase d'expansion. Oh! Il est fissuré. Oh! Ouais, c'est cassé. Ouais, je peux le voir, c'est juste au niveau du joint. Oh mon Dieu! Un autre problème. Mon père va retirer ce réservoir pendant que j'en commande un autre. 35 livres. Audi Q7 3.1 TDI de 2005. Mais en attendant, je crois que mon père a trouvé une solution temporaire. Du Tiger Seal. Il va en mettre sur la fissure et espérer que ça tienne le coup pour qu'on puisse faire rouler la voiture jusqu'à ce qu'elle soit à température. Maintenant que tout est en place, on remet le vase d'expansion avec le système de refroidissement. Ok, il y a de l'eau dedans, mais ça fuit. On va l'allumer maintenant pour voir si elle démarre et fonctionne correctement. Parce que la dernière fois qu'elle a tourné, il y avait toutes sortes de ratés. Mais on a juste mis ça sur le compte du fait que c'était pas bien assemblé. Donc si ça marche, ça devrait marcher maintenant, et sans problème, donc ce serait une chose réglée. Sinon cette cascade Ferrari reste sur ma tête. Ça fait 5 jours qu'on est sur cette voiture. Et oh mon Dieu, j'espère juste qu'elle va rouler. Il y a une cascade. Je pense pas que le Tiger Seal fonctionne. Il y a une cascade. On a besoin de tellement de pièces. On est vraiment dans le rouge avec cette voiture, entre l'argent qu'on a dépensé et le temps qu'on y a consacré. Mais au final, si on arrive à avoir une bonne voiture, ça vaut le coup. Ça sert à rien d'abandonner. Parce qu'on se retrouverait sans voiture. Ce sont les lâches qui perdent. Maintenant, après tout ce boulot, espérons que ce truc démarre. S'il te plaît, marche! Ouais! Ça sonne pas mal! C'est super bruyant! Regarde! Si elle démarre comme ça, elle pourra pas savoir. C'est super silencieux! C'est dingue! Complètement dingue! C'est dingue! C'est super! Elle va être ravie! La bonne nouvelle, je peux me débarrasser de la casquette Ferrari. Le lendemain matin, nous avons reçu les roues de Wheelmania. Avec des pneus neufs. Regardez ça! Des pneus tout neufs. On peut donc les mettre sur la voiture, dans l'espoir de la conduire pour la première fois. C'est maintenant au tour d'Anna de la voir. La voilà! Ouais, ça a l'air top. Ok, c'est bon. Ok, démarre-la. Go. C'est du tonnerre! C'est le tonnerre! Appuie sur ça. Voilà! Silence! C'est bon, ça va? Et est-ce que c'est le moteur qui fait ce bruit? Ouais, c'est bon. Appuie sur l'accélérateur. C'est Il y a un limité. limiteur. C'est quoi ça? C'est bon, non? Ouais, Prête pour la conduire? ouais.
L'Urus prend la route pour la première fois depuis l'accident. Ça ne ressemble peut-être pas encore à une Urus, mais au moins elle roule. Ouais! On est sorti! Oh mon Dieu! C'est complètement dingue! Oh, c'est assez rigide. Je crois que on doit avoir un problème avec la suspension. Je pense qu'il y a plus d'air dans la suspension. On roule sur des butées de suspension. Je pense que la suspension avant marche pas. Je pense que la suspension avant marche pas. C'est pas bon du tout. T'as pas de... On a plus d'air dans la suspension. On a définitivement plus d'air dans la suspension. Il y a clairement un problème avec la suspension. Regardez comme l'avant est haut. Je pense que ça vient de ce capteur-là, qui n'est pas branché. Mais on l'a conduite pour la première fois. Ouais, Elle roule. Ah, il y a beaucoup de problèmes. il y a encore quelques problèmes à régler, mais au moins, elle roule. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, abonnez-vous et donnez-moi un like. Et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Peace out. Qui a fait ça? C'est mal fait. C'est d'origine? Ou d'origine plus? C'est... like a drug that I just can't deny.